photosynthèse ne fait pas que de l'oxygène en plus de la biomasse, en prenant du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie lumineuse dans un système vivant. La troisième nouvelle chose produite lors de la photosynthèse, donc la première c'est la biomasse, la deuxième c'est de l'oxygène, la troisième c'est de l'eau qui n'a encore jamais circulé, c'est de la naissance d'eau, c'est de l'eau vierge, de l'eau nouvelle qui a lieu dans la photosynthèse et dans des conditions et dans des quantités relativement importantes. Tout d'abord, pour donner le cadre, pour fabriquer 1 kg de biomasse ligneuse, il faut 300 kg d'eau par évapotranspiration. Mais ce n'est pas de l'eau perdue, elle fait des nuages qui vont faire des pluies, qui vont alimenter des paysages entiers. Et lors de cette photosynthèse, pour 1 kg de biomasse, on a 1,5 kg pratiquement d'oxygène. Imaginez le volume d'air qui est régénéré grâce à cette photosynthèse, en particulier forestière, et on a un demi-kilo d'eau nouvelle. Et lorsque dans la forêt, cette eau, cette biomasse organique, lorsqu'on n'exploite pas le bois, se redécompose, on a de nouveau de l'eau nouvelle qui se forme lors de la décomposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a la biosynthèse et la décomposition de la masse synthétisée, on a 2 fois de l'eau nouvelle qui se produit. Et si vous faites la somme des deux, vous avez plus d'eau nouvelle lors de ce cycle que de biomasse. Et ça, c'est intéressant parce que, en tout cas pour la biomasse nouvelle et vivante, ce qui se trouve dans les feuilles, dans chaque feuille de salade, vous avez une grande quantité de cette eau qui est vraiment nouvellement créée et qui a probablement des propriétés tout à fait intéressantes. On appelle ça de l'eau structurée. Lorsque vous avez soif en été, vous mangez une pomme ou une mûre en marchant, vous allez être désaltéré d'une manière absolument étonnante par rapport à ce qu'il y a dans votre gourde et ce qui provient du robinet. Dans cette direction, on a vraiment des choses un peu intéressantes à découvrir. Maintenant, ces forêts accumulent leur eau dans leur sol, redonnent 50% sous forme de rivières, de sources, et on a entendu parler des fleuves atmosphériques. Là, on a une urgence absolue, c'est de protéger l'origine de ce système géoclimatique mondial. Et là, la recherche a vraiment pu mettre ça en évidence pour l'Amazonie. Anastasia Makarieva et Viktor Gorchkov ont montré que l'Amazonie transforme l'énergie solaire qui arrive avec un impact maximum à angle droit dans la ceinture équatoriale. Ici, vous avez un impact solaire qui est énorme. On sait déjà ce que ça provoque dans le Sahara, où il y avait autrefois de la verdure, il y a encore des traces de fleuves, désertification. Et là, vous avez des températures qui montent à des niveaux impossibles pour la vie. Et là, le soleil est même plus fort sous l'Amazonie, sous la ceinture équatoriale. Et maintenant, on comprend enfin que dans cette zone équatoriale, il fait chaud et humide. C'est parce qu'il y pousse des arbres. Jusqu'à présent, on croyait que les arbres poussent bien à l'Amazonie, en Amazonie, en zone équatoriale, parce qu'il y fait chaud et humide. Et maintenant, on comprend, il fait chaud et humide là-bas parce qu'il y a de la végétation. C'est la ceinture de protection de la Terre sous forme de végétal, une biomasse énorme, et qui transforme cet impact solaire en biomasse, en cycle hydrique, en fleuves atmosphériques qui vont ensuite se déverser en Amérique du Nord. Les États-Unis, avec leurs dirigeants, on va pas parler de politique, et l'Argentine sont alimentés en eau et en climat tempéré, humide, grâce à ce cœur climatique de l'Amazonie. Voilà, alors il y a 2 choses. Cette alimentation de la nappe phréatique, ce recyclage de l'eau souterrain et atmosphérique, ce rôle au niveau global de la Terre entière. Et maintenant, on a quelques clés absolument intéressantes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a aussi nos déserts, nous. On a nos déserts agricoles. Dans ces déserts agricoles, il faut savoir partout que l'Europe a tiré ses terres agricoles de la forêt. C'est des humus forestiers qui ont produit ces forêts ont fabriqué des terres extrêmement riches en matière organique. Elles ont été prises à la forêt pour cultiver.
Et ces zones agricoles européennes proviennent de forêts défrichées. Et la matière organique était au départ parfois 10% de matière organique selon le système forestier. Les premières terres agricoles avaient peut-être 6%. Et maintenant, l'agriculture, surtout au passage de l'agriculture intensive, industrialisée avec les engrais de synthèse, où on ne ramène plus du carbone dans les sols, il n'y a plus de fumier, de purin, matière organique en plus de l'azote, on n'amène plus que le NPK, on n'amène plus de carbone dans les sols. Ces sols ont eu leur matière organique qui a commencé à descendre jusqu'à 1,5% ou 1%. C'est donc des sols qui ont perdu leur matière organique, qui se sont minéralisés et qui provoquent en plus cette ascension de la nappe phréatique et la salinisation, parce qu'ils n'ont plus ce capitonnage, ils n'ont plus ce tampon organique dans le sol pour absorber l'eau et la redonner lentement. Donc, comment est-ce qu'on fait remonter le taux de matière organique? En faisant appel à la forêt, aux arbres. Il faut recréer j'appellerais ça maintenant aujourd'hui des rivières vivantes, des rivières végétales au sein de ces déserts agricoles, refaire couler des cordons boisés, des haies, des structures, des forêts et des cordons boisés qui protègent tous les cours d'eau, par exemple, et restructurer entièrement l'agriculture en lui donnant une interface beaucoup plus intense entre zones cultivées et forêts. Parce que c'est là que vous avez l'irrigation souterraine, vous avez l'irrigation par la rosée et par la baisse de température en période de canicule. Donc, réirriguons nos déserts agricoles grâce aux forêts. C'est ce que veut faire l'agriculture du futur, l'agroforesterie, la permaculture. Et encore un tout petit mot par rapport à ce qu'on a entendu concernant Fukuoka, qui a réussi à révolutionner à sa manière la manière de cultiver les sols en pratiquant le semis à la volée. La forêt fait ça aussi. En Suisse, on a une foresterie basée sur ce processus. On a une foresterie naturelle avec régénération naturelle. On ne plante pratiquement pas d'arbres chez nous. La forêt fonctionne par elle-même. On n'a qu'à la gérer par éclaircie et par dosage de la lumière de la forêt. C'est une intervention extrêmement subtile. On gère la forêt grâce à la lumière. Ce n'est pas avec des engrais, ni avec des pesticides, ni avec un labour. Après avoir rasé une forêt et planté quelque chose d'artificiel où tout est en concurrence, on laisse fonctionner les forêts en synergie, et ces forêts ont une capacité de produire de la biodiversité, c'est connu, mais aussi une résilience absolument incomparable par rapport aux forêts plantées. À mon sens, il faudrait adopter deux termes. On ne devrait pas parler de forêt lorsqu'on a créé une plantation. C'est en fait une culture d'arbres qui est autre chose, ou bien pas autre chose qu'un champ de maïs avec une durée de vie de 50 ans, avec 50 ans de problèmes en fait, ou de 60 ou de 80. Donc, ce principe de faire appel au processus de la nature, à la régénération naturelle, lors de ces mises en place, mais on va beaucoup plus vite aussi en plantant, mais il faut planter de manière diversifiée. Voilà 2 ou 3 choses que je pourrais suggérer ici dans notre réflexion.